La maison Morel. Celui qui eût quitté Marseille quelques années auparavant, connaissant l'intérieur de la maison Morel, et qui y fut rentré à l'époque où nous sommes parvenus, y eût trouvé un grand changement. Au lieu de cet air de vie, d'aisance et de bonheur qui s'exhale pour ainsi dire d'une maison en voie de prospérité, au lieu de ces figures joyeuses se montrant derrière les rideaux des fenêtres, de ces commis affairés traversant les corridors, une plume fichée derrière l'oreille, au lieu de cette cour encombrée de ballots, retentissant des cris et des rires des facteurs, il eût trouvé dès la première vue je ne sais quoi de triste et de mort. Dans ce corridor désert et dans cette cour vide, des nombreux employés qui autrefois peuplaient les bureaux, 2 seuls étaient restés. L'un était un jeune homme de 23 ou 24 ans nommé Emmanuel Raymond, lequel était amoureux de la fille de M. Morel, et était resté dans la maison quoi qu'eussent pu faire ses parents pour l'en retirer. L'autre était un vieux garçon de caisse nommé Coclès, sobriquet que lui avaient donné les jeunes gens qui peuplaient autrefois cette grande ruche bourdonnante, aujourd'hui presque inhabitée, et qui avait si bien et si complètement remplacé son vrai nom que, selon toute probabilité, il ne se serait pas même retourné si on l'eût appelé aujourd'hui de ce nom. Coclès était resté au service de M. Morel, et il s'était fait dans la situation du brave homme un singulier changement. Il était à la fois monté au grade de caissier et descendu au rang de domestique. Ce n'en était pas moins le même Coclès, bon, patient, dévoué, mais inflexible à l'endroit de l'arithmétique, le seul point sur lequel il eût tenu tête au monde entier, même à M. Morel, et ne connaissant que sa table de Pythagore, qu'il savait sur le bout du doigt, de quelque façon qu'on la retournât et dans quelque erreur qu'on tentât de le faire tomber. Au milieu de la tristesse générale qui avait envahi la maison Morel, Coclès était d'ailleurs le seul qui fût resté impassible. Mais qu'on ne s'y trompe point. Cette impassibilité ne venait pas d'un défaut d'affection, mais au contraire d'une inébranlable conviction. Comme les rats qui, dit-on, quittent peu à peu un bâtiment condamné d'avance par le destin à périr en mer, de manière que ces hôtes égoïstes l'ont complètement abandonné au moment où il lève l'ancre. De même, nous l'avons dit, toute cette foule de commis et d'employés qui tirait son existence de la maison de l'armateur avait peu à peu déserté bureaux et magasins. Or, Coclès les avait vus s'éloigner tous, sans songer même à se rendre compte de la cause de leur départ. Tout, comme nous l'avons dit, se réduisait pour Coclès à une question de chiffres, et depuis 20 ans qu'il était dans la maison Morel, il avait toujours vu les paiements s'opérer à bureau ouvert avec une telle régularité qu'il n'admettait pas plus que cette régularité pût s'arrêter et ces paiements se suspendre, qu'un meunier qui possède un moulin alimenté par les eaux d'une riche rivière n'admet que cette rivière puisse cesser de couler. En effet, jusque-là, rien n'était encore venu porter atteinte à la conviction de Coclès. La dernière fin de mois s'était effectuée avec une ponctualité rigoureuse. Coclès avait relevé une erreur de 70 centimes commise par M. Morel à son préjudice, et le même jour il avait rapporté les 14 sous d'excédent à M. Morel, qui, avec un sourire mélancolique, les avait pris et laissés tomber dans un tiroir à peu près vide, en disant « Bien, Coclès, vous êtes la perle des caissiers. » Et Coclès s'était retiré on ne peut plus satisfait. Car un éloge de M. Morel, cette perle des honnêtes gens de Marseille, flattait plus Coclès qu'une gratification de 50 écus. Mais depuis cette fin de mois si victorieusement accomplie, M. Morel avait passé de cruelles heures. Pour faire face à cette fin de mois, il avait réuni toutes ses ressources, et lui-même, craignant que le bruit de sa détresse ne se répandît dans Marseille, lorsqu'on le verrait recourir à de pareilles extrémités, avait fait un voyage à la foire de Beaucaire pour vendre quelques bijoux appartenant à sa femme et à sa fille, et une partie de son argenterie. Moyennant ce sacrifice, tout s'était encore cette fois passé au plus grand honneur de la maison Morel, mais la caisse était demeurée complètement vide. Le crédit, effrayé par le bruit qui courait, s'était retiré avec son égoïsme habituel. Et pour faire face aux 100 000 francs à rembourser le 15 du présent mois à M. de Beauville et aux autres 100 000 francs qui allaient échoir le 15 du mois suivant, M. Morel n'avait en réalité que l'espérance du Pharaon, dont un bâtiment qui avait levé l'ancre en même temps que lui et qui était arrivé à bon port, avait appris le départ. Mais déjà, ce bâtiment, venant comme le Pharaon de Calcutta, était arrivé depuis 15 jours, tandis que du Pharaon, l'on n'avait aucune nouvelle.
C'est dans cet état de choses que, le lendemain du jour où il avait terminé avec M. de Beauville l'importante affaire que nous avons dite, l'envoyé de la maison Thomson et French de Rome se présenta chez M. Morel. Emmanuel le reçut. Le jeune homme, que chaque nouveau visage effrayait, car chaque nouveau visage annonçait un nouveau créancier qui, dans son inquiétude, venait questionner le chef de la maison, le jeune homme, disons-nous, voulut épargner à son patron l'ennui de cette visite. Il questionna le nouveau venu. Mais le nouveau venu déclara qu'il n'avait rien à dire à M. Emmanuel et que c'était à M. Morel en personne qu'il voulait parler. Emmanuel appela en soupirant Coclès. Coclès parut, et le jeune homme lui ordonna de conduire l'étranger à M. Morel. Coclès marcha devant, et l'étranger le suivit. Sur l'escalier, on rencontra une belle jeune fille de 16 à 17 ans, qui regarda l'étranger avec inquiétude. Coclès ne remarqua point cette expression de visage qui cependant parut n'avoir point échappé à l'étranger. « Monsieur Morel est à son cabinet, n'est-ce pas, mademoiselle Julie ?» demanda le caissier. « Oui, du moins je le crois, » dit la jeune fille en hésitant. « Voyez d'abord Coclès, et si mon père y est, annoncez monsieur. »« M'annoncer serait inutile, mademoiselle, » répondit l'Anglais. « Monsieur Morel ne connaît pas mon nom. Ce brave homme n'a qu'à dire seulement que je suis le premier commis de messieurs Thomson et French de Rome, avec lesquels la maison de monsieur votre père est en relation. » La jeune fille pâlit et continua de descendre, tandis que Coclès et l'étranger continuaient de monter. Elle entra dans le bureau où se tenait Emmanuel, et Coclès, à l'aide d'une clé dont il était possesseur, et qui annonçait ses grandes entrées près du maître, ouvrit une porte placée dans l'angle du palier du 2e étage, introduisit l'étranger dans une antichambre, ouvrit une seconde porte qu'il referma derrière lui, et après avoir laissé seul un instant l'envoyé de la maison Thomson et French, reparut en lui faisant signe qu'il pouvait entrer. L'Anglais entra. Il trouva M. Morel assis devant une table, pâlissant devant les colonnes effrayantes du registre où était inscrit son passif. En voyant l'étranger, M. Morel ferma le registre, se leva et avança un siège. Puis, lorsqu'il eut vu l'étranger s'asseoir, il s'assit lui-même. 14 années avaient bien changé le digne négociant, qui, âgé de 36 ans au commencement de cette histoire, était sur le point d'atteindre la cinquantaine. Ses cheveux avaient blanchi, son front s'était creusé sous des rides soucieuses, enfin son regard, autrefois si ferme et si arrêté, était devenu vague et irrésolu, et semblait toujours craindre d'être forcé de s'arrêter ou sur une idée ou sur un homme. L'Anglais le regarda avec un sentiment de curiosité évidemment mêlé d'intérêt. « Monsieur, dit Morel, dont cet examen semblait redoubler le malaise, vous avez désiré me parler. »« Oui, monsieur. Vous savez de quelle part je viens, n'est-ce pas ?»« De la part de la maison Thomson et French, à ce que m'a dit mon caissier, du moins. » « Il vous a dit la vérité, monsieur. La maison Thomson et French avait dans le courant de ce mois et du mois prochain 300 ou 400 000 francs à payer en France. Et, connaissant votre rigoureuse exactitude, elle a réuni tout le papier qu'elle a pu trouver portant cette signature et m'a chargé, au fur et à mesure que ces papiers échèveraient, d'en toucher les fonds chez vous et de faire emploi de ces fonds. » Morel poussa un profond soupir et passa la main sur son front couvert de sueur. « Ainsi, monsieur, demanda Morel, vous avez des traites signées par moi ? » ?»« Oui, monsieur, pour une somme assez considérable. »« Pour quelle somme ? » demanda Morel d'une voix qu'il tâchait de rendre assurée. « Mais voici d'abord, dit l'Anglais en tirant une liasse de sa poche, un transport de 200 000 francs fait à notre maison par M. de Beauville, l'inspecteur des prisons. Reconnaissez-vous devoir cette somme à M. de Beauville ? » ?»« Oui, monsieur, c'est un placement qu'il a fait chez moi à 4,5 du 100, voici bientôt 5 ans. Et que vous devez rembourser moitié le 15 de ce mois-ci, moitié le 15 du mois prochain. C'est cela. Puis voici 32 500 francs, fin courant. Ce sont des traites signées de vous et passées à notre ordre par des tiers porteurs. »« Je les reconnais, dit Morel, à qui le rouge de la honte montait à la figure,
en songeant que pour la première fois de sa vie, il ne pourrait peut-être pas faire honneur à sa signature. « Est-ce tout ?»« Non, monsieur, j'ai encore pour la fin du mois prochain ces valeurs-ci que nous ont passées la maison Pascal et la maison Wild Turner de Marseille. 55 000 francs à peu près. En tout, 287 500 francs. » Ce que souffrait le malheureux Morel pendant cette énumération est impossible à décrire. 287 500 francs, répéta-t-il machinalement. « Oui, monsieur, répondit l'Anglais. Or, continua-t-il après un moment de silence, je ne vous cacherai pas, monsieur Morel, que, tout en faisant la part de votre probité sans reproche jusqu'à présent, le bruit public de Marseille est que vous n'êtes pas en état de faire face à vos affaires. » À cette ouverture presque brutale, Morel pâlit affreusement. « Monsieur, dit-il, jusqu'à présent, et il y a plus de 24 ans que j'ai reçu la maison des mains de mon père, qui lui-même l'avait gérée 35 ans, jusqu'à présent, pas un billet signé Morel et Fils n'a été présenté à la caisse sans être payé. »« Oui, je sais cela, » répondit l'Anglais. « Mais d'homme d'honneur à homme d'honneur, parlez franchement. Monsieur, payerez-vous ceci avec la même exactitude ?» Morel tressaillit et regarda celui qui parlait ainsi avec plus d'assurance qu'il ne l'avait encore fait. Aux questions posées avec cette franchise, dit-il, il faut faire une réponse franche. « Oui, monsieur, je paierai, si, comme je l'espère, mon bâtiment arrive à bon port, car son arrivée me rendra le crédit que les accidents successifs dont j'ai été la victime m'ont ôté. Mais si, par malheur, le Pharaon, cette dernière ressource sur laquelle je compte, me manquait, les larmes montèrent aux yeux du pauvre armateur. « Eh bien, » demanda son interlocuteur, « si cette dernière ressource vous manquait ?»« Eh bien, continua Morel, monsieur, c'est cruel à dire, mais déjà habitué au malheur, il faut que je m'habitue à la honte. Eh bien, je crois que je serai forcé de suspendre mes paiements. » « N'avez-vous donc point d'amis qui puissent vous aider dans cette circonstance ?» Morel sourit tristement. « Dans les affaires, monsieur, on n'a point d'amis, vous le savez bien. On n'a que des correspondants. »« C'est vrai, » murmura l'Anglais. « Ainsi, vous n'avez plus qu'une espérance. »« Une seule. »« La dernière. »« La dernière. De sorte que si cette espérance vous manque, je suis perdu, monsieur, complètement perdu. Comme je venais chez vous, un navire entrait dans le port. Je le sais, monsieur. Un jeune homme qui est resté fidèle à ma mauvaise fortune passe une partie de son temps à un belvédère situé en haut de la maison, dans l'espérance de venir m'annoncer le premier une bonne nouvelle. J'ai su par lui l'entrée de ce navire. Et ce n'est pas le vôtre. Non, c'est un navire bordelais, la Gironde. Il vient de l'Inde aussi, mais ce n'est pas le mien. Peut-être a-t-il eu connaissance du Pharaon, et vous apporte-t-il quelques nouvelles. Faut-il que je vous le dise, monsieur, je crains presque autant d'apprendre des nouvelles de mon trois-mâts que de rester dans l'incertitude. L'incertitude, c'est encore l'espérance. Puis M. Morel ajouta d'une voix sourde, « Ce retard n'est pas naturel. Le Pharaon est parti de Calcutta le 5 février. Depuis plus d'1 mois, il devrait être ici. » « Qu'est cela ?» dit l'Anglais en prêtant l'oreille. « Et que veut dire ce bruit ?»« Oh mon Dieu, s'écria Morel pâlissant, qu'y a-t-il encore ?» En effet, il se faisait un grand bruit dans l'escalier. On allait et on venait, on entendit même un cri de douleur. Morel se leva pour aller ouvrir la porte, mais les forces lui manquèrent, et il retomba sur son fauteuil. Les 2 hommes restèrent en face l'un de l'autre, Morel tremblant de tous ses membres, l'étranger le regardant avec une expression de profonde pitié. Le bruit avait cessé, mais cependant on eût dit que Morel attendait quelque chose. Ce bruit avait une cause et devait avoir une suite. Il sembla à l'étranger qu'on montait doucement l'escalier et que les pas, qui étaient ceux de plusieurs personnes, s'arrêtaient sur le palier. Une clé fut introduite dans la serrure de la première porte, et l'on entendit cette porte crier sur ses gonds. « Il n'y a que 2 personnes qui aient la clé de cette porte, » murmura Morel. « Coclès et Julie. » En même temps, la seconde porte s'ouvrit,
et l'on vit apparaître la jeune fille pâle et les joues baignées de larmes. Morel se leva tout tremblant et s'appuya au bras de son fauteuil, car il n'aurait pu se tenir debout. Sa voix voulait interroger, mais il n'avait plus de voix. « Oh, mon père, » dit la jeune fille en joignant les mains, « pardonnez à votre enfant d'être la messagère d'une mauvaise nouvelle. » Morel pâlit affreusement. Julie vint se jeter dans ses bras. « Oh, mon père, dit-elle, du courage. »« Ainsi le pharaon a péri ?» demanda Morel d'une voix étranglée. La jeune fille ne répondit pas, mais elle fit un signe affirmatif avec sa tête, appuyée à la poitrine de son père. « Et l'équipage ?» demanda Morel. « Sauvé, dit la jeune fille, sauvé par le navire bordelais qui vient d'entrer dans le port. » Morel leva les deux mains au ciel avec une expression de résignation et de reconnaissance sublime. « Merci, mon Dieu, dit Morel, au moins vous ne frappez que moi seul. » Si flegmatique que fût l'Anglais, une larme humecta sa paupière. « Entrez, dit Morel, entrez, car je présume que vous êtes tous à la porte. » En effet, à peine avait-il prononcé ces mots que madame Morel entra en sanglotant. Emmanuel la suivait. Au fond, dans l'antichambre, on voyait les rudes figures de 7 ou 8 marins à moitié nus. À la vue de ces hommes, l'Anglais tressaillit. Il fit un pas comme pour aller à eux, mais il se contint et s'effaça au contraire dans l'angle le plus obscur et le plus éloigné du cabinet.